Bien le bonjour et bienvenue sur cette série de cours sur le jeu de la carte. Alors tout d'abord, je vais commencer par un peu de pub, hop, pour ce livre. Voilà, un petit bouquin. Petit bouquin sympa qu'il faut avoir, hein, c'est 23 euros. Vous pouvez le lire n'importe où, dans le tram, sur la plage, avant de vous endormir. C'est une référence qui rappelle l'essentiel du jeu de la carte, que ce soit pour l'attaquant, pour les attaquants et pour les défenseurs. D'ailleurs, j'utilise quasiment la totalité des exemples de ce livre, exemples qui sont bien faits et qui permettent d'expliquer les différentes notions à connaître au niveau du jeu de la carte. Autre, alors là c'est une série cette fois, autre série à avoir, voilà, alors attention à la lumière. Donc c'est la série des pas à pas, il y en a quatre tomes. C'est pareil, au niveau des exemples et des entraînements qu'il faut suivre, vous trouverez dans cette série tout un tas d'exemples à travailler et à maîtriser finalement. Et ce sont des exemples assez classiques que l'on retrouve dans un tournoi ou dans une compétition. C'est parfait pour s'entraîner également dans un tram, à la plage, avant de vous endormir. N'hésitez pas à le feuilleter et à faire quelques exercices. Voilà. Donc je vais commencer par vous parler de plan de jeu. Qu'est-ce qu'un plan de jeu? C'est le plan de vol que vous allez suivre afin d'éviter quelques écueils et qui vous fera passer d'une catégorie bien spécifique d'avion à un autre type. L'objectif est d'éviter quelques erreurs classiques fatales. Je commence par enfoncer quelques portes ouvertes. Comment fait-on des levées? Alors on peut faire des levées par l'affranchissement, par la coupe, ou bien en reprenant des cartes déjà jouées. Bonne question. La coupe va servir exclusivement, bien évidemment, dans des contrats à la couleur. L'affranchissement d'une longue servira dans les deux types de contrats, à la couleur ou à sans atout. Et ceux qui ont opté pour la dernière possibilité, je dirais qu'ils n'ont rien à faire dans ce cours. Les techniques de jeu de la carte que je vais vous expliquer ne vous permettront pas à coup sûr de réussir votre contrat. Parfois, il n'y a rien à faire et même le champion du monde ne peut pas lutter contre des cartes qui sont mal placées. Par contre, à la longue et à force d'entraînement, vous finirez par jouer au maximum des possibilités d'une main donnée. Et ce qui au bout du compte fera la différence. Je vais commencer par un plan de jeu à sans atout. Donc au niveau du plan de jeu à sans atout, vous sortez votre GPS, l'objectif étant d'atteindre le résultat escompté. Votre GPS, vous le sortez dès la première carte, j'insiste, dès la première carte jouée par l'adversaire. Et vous le jouez, donc vous avez votre GPS jusqu'à la dernière carte. Et afin de suivre le GPS, donc il va falloir faire au début un état des lieux de la situation. Donc savoir un peu les pneus, les freins, l'essence, où est-ce que vous en êtes, et ça dès le départ. Donc j'insiste, dès la première carte jouée, posée par l'adversaire. Donc vous faites un bilan de vos forces, un bilan de vos faiblesses. Bon, la plupart du temps, les faiblesses sont vos courtes qui vont être plus ou moins bien défendues par la présence d'honneur ou pas. Alors, il faut considérer trois types de levées. Vous avez les levées sûres, donc par exemple As-Roi Dame. As-Roi Dame, ça va vous générer 3 levées. Vous avez les levées affranchissables, donc ici dans l'exemple Roi Dame Valet, donc vous avez 3 levées qui vont être affranchies une fois que vous avez fait tomber l'As. Alors j'insiste, il faut faire tomber l'As pour que les 3 levées soient affranchies. Si vous ne jouez pas cette couleur, ça ne marchera jamais. Et enfin, vous avez les levées probables. Alors les levées probables, elles sont liées au résultat d'une impasse, la répartition d'une couleur, par exemple. Alors, de façon à illustrer ce propos, on va voir sur cet exemple comment il faut faire. Donc on va commencer par compter les levées sûres. Donc vous êtes à la tête d'un contrat de 300 atouts et il y a l'entame du 6 de cœur, donc vous êtes en sud.
Les levées sûres, alors à pique, il y en a une. À cœur, il y a l'As en sud, le Roi en or, donc ça vous fait 2 levées. À carreau, il n'y a aucune levée sûre. Et à trèfle, vous avez 2 levées sûres. Donc vous avez un total de 5 levées sûres, maîtresses, pour le moment. Alors je vais effacer. Hop. Après les levées sûres, on va compter les levées probables. Alors les levées probables, bon, à pique pas grand chose, à cœur vous avez tout compté, à carreau. Alors à carreau, on n'a rien compté. Par contre, une fois que vous avez fait tomber l'As, vous allez probablement être à la tête de, on va dire, 3 levées. Vous allez faire tomber, vous allez jouer petit carreau pour la dame, puis ensuite un petit carreau pour le 10, le valet, etc., jusqu'à voir tomber l'As. D'accord? Donc, finalement, vous avez 3 levées affranchissables à carreau. Ensuite, les levées probables liées à une répartition, à un partage, etc. Donc à pique, aucun espoir. À cœur, aucun espoir. À trèfle, aucun espoir. Vous allez jouer As-Roi qui va faire tomber Valet 5, il ne vous reste rien. Par contre, à carreau, alors je vous rappelle que vous avez fait tomber le 3 de carreau pour aller jusqu'à la dame de carreau. Finalement, il vous reste le petit 6. Et le 6 pourrait être considéré comme une levée probable. Levée probable si les carreaux sont bien partagés. Alors c'est évident que si les carreaux sont partagés 5-0 par exemple, vous allez avoir, vu la taille des carreaux, vu la taille des carreaux, le 2, le 3, le 5 et le 6, il est fort peu probable que vous fassiez le 6. Mais dans un partage classique, excusez-moi, dans un partage classique des carreaux, donc 3-2, vous ferez potentiellement une levée de longue à carreau. J'en profite pendant mon plan de jeu, enfin pendant mon estimation, je n'ai toujours pas fait de plan de jeu, là je ne fais qu'un état des lieux. Dans l'état des lieux, je constate que pique n'est pas une grande force dans cette main et qu'il va falloir faire attention au pique. Alors, la plupart du temps, vous ne pourrez affranchir des levées que dans une couleur longue. Enfin, c'est même quasi dans tous les cas de figure. Même avec des petites cartes. Donc, n'hésitez pas à jouer dans une couleur, même si elle est composée de petites cartes. Donc on va analyser tout ça, encore une fois, sur un exemple. Alors, le bilan, déjà, nous avons 2 levées sûres à pique, 1, 2, 3 levées sûres à cœur, pas de levée sûre à carreau et pas de levée sûre à trèfle. Donc nous avons, je disais, 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant, nous avons 5 levées sûres, il faut en trouver 4. Donc je disais 5 levées maîtresses, il faut en trouver 4. On voit qu'à trèfle, nous disposons de 3 levées affranchissables. Une fois qu'on aura joué petit trèfle et qu'on aura fait tomber l'As, on va avoir 3 levées à trèfle. À carreau, alors à carreau on a un peu plus de chance, c'est-à-dire que si les carreaux sont partagés 3-2, on peut potentiellement se retrouver avec 4 levées à faire à carreau. Alors le bilan est assez évident, c'est qu'il va falloir impérativement passer par les carreaux. Passer par les trèfles n'est pas suffisant. Je dirais même que passer par les trèfles risque d'être extrêmement dangereux, parce que suite à l'entame pique, mettons qu'on ait pris de l'As en sud. Donc on a joué le petit ici. Alors je vais effacer. Voilà. Donc on a mis le petit et on a pris de l'As. Moralité, il ne nous reste plus qu'un seul arrêt à pique, qu'une seule défense. Si on commence par jouer sur les trèfles, alors certes, cela va nous affranchir 3 cartes à trèfle, mais le problème c'est qu'il va falloir passer par les carreaux, et à partir du moment où on est passé par les trèfles, on va rendre la main aux adversaires qui vont s'empresser de jouer pique. Donc quand on va vouloir jouer carreau, c'est-à-dire quand il va falloir jouer carreau pour donner l'As, on va avoir la descente des piques. Moralité, ce n'est pas une bonne solution. Donc on voit que dans cet exemple-ci, la meilleure des 2 longues, on a 2 longues huitièmes, on a 8 trèfles au total et on a 8 carreaux au total. Dans cet exemple, en ayant fait une bonne analyse, on constate qu'il faut jouer sur les carreaux. Alors un autre exemple, voilà, donc un autre exemple, toujours sur un contrat de 300 atouts, avec entame de la dame de carreau. Alors,
Les levées gagnantes. À pique, nous avons, donc il y a le valet en sud, nous avons 4. Donc 1, 2, 3, 4 gagnantes à pique. À cœur, rien. À carreau, nous avons 2 levées sûres. Et à trèfle, nous n'avons rien. Alors nous sommes donc quand même à la tête de 6 levées sûres. 6 levées maîtresses. Ensuite, les levées potentiellement affranchissables, on va dire. À cœur, eh bien, 10, valet, dame, roi, il suffit de faire tomber l'as pour avoir 3 levées à cœur. À trèfle, alors potentiellement, on a 9 trèfles, 5 et 4, 9. Si les trèfles se sont partagés 2-2, et si l'impasse, là il manque as-dame, donc l'impasse a de fortes chances de réussir, on serait potentiellement à la tête de 4 levées à trèfle. Donc 3 à cœur sûr et 4 probables, mais pas sûr, hein, à trèfle. Alors on ne va pas chercher midi à 14h, dans le cadre d'un tournoi par 4 notamment. Vous avez 6 levées sûres de base, plus 3 levées sûrement affranchissables une fois que l'as est tombé. Donc là il va falloir jouer sur les cœurs. En l'occurrence les cœurs ne correspondent pas à votre couleur la plus longue, puisque c'était les trèfles qui étaient les plus longs. Donc si c'est 3 à 9, c'est la solution gagnante. La plupart du temps, l'entame aura lieu dans votre zone faible, bien évidemment, c'est-à-dire dans votre courte. Puisque vous cherchez à franchir votre longue, les adversaires ne sont pas stupides, ils vont également essayer d'affranchir leur longue à eux qui correspond à votre courte à vous. Alors, il existe un maniement de cartes à connaître. Je vais essayer de lister ici quelques exemples assez classiques. Alors un des exemples classiques, entame d'une petite carte, et vous avez dame petit au mort contre as 10 petit en sud. Dans cet exemple-là, il ne faut surtout pas mettre la dame. Si vous mettez la dame, bon, vous risquez de voir apparaître le roi ici, que vous allez sans doute prendre de l'as, mais ça ne vous sert strictement à rien, puisque après votre 10 il est foutu, il reste le valet. Ouest a entamé d'une petite carte, donc il a en principe un gros honneur. Si le roi tombe, c'est que le valet est ici, donc votre 10 ne vaudra pas grand-chose. Sur cette séquence ici, il faut passer le petit 3. Et en fonction de la carte que vous allez voir, vous allez simplement couvrir. Si vous voyez une petite carte, vous couvrez du 10. Si vous voyez le valet ou le roi apparaître, vous allez prendre de l'as. Pas de problème. Et de toute façon, si vous prenez de l'as, vous voyez qu'il vous reste le 10 en sud pour la dame au mort. Donc, vous avez 2 honneurs contre un honneur chez l'adversaire. Moralité, vous avez ici toujours 2 arrêts à condition de passer une petite carte. Alors malheureusement, cette fois-ci, le raisonnement ne tient plus, puisque vous n'avez pas le 10, mais vous avez le 9. Donc il reste chez les adversaires roi, valet 10. Bon, la chance de faire une levée avec le 9 devient relativement réduite. Pour pouvoir faire une levée avec le 9, il faudrait que lui possède, bon c'est possible, hein, roi, valet 10, mais avec roi, valet 10, probablement qu'il aurait fait une autre entame que le petit 4, enfin on ne sait jamais. Donc dans ce cas-là, il faut passer la dame, en espérant que Ouest soit parti sous son roi. Un autre exemple, il vous manque le roi et la dame, vous avez donc valet petit au mort pour as 10 au sud. Là également, il faut passer un petit. Vous passez un petit, s'il n'y a pas d'honneur qui apparaît, bah vous prenez du 10, hein, il va vous rester l'as, donc vous avez 2 arrêts. Si un honneur apparaît, roi ou dame, vous prenez de l'as, et il vous reste le 10 second et le valet au mort. Donc vous avez 2 honneurs pour un honneur adverse, vous avez donc encore un arrêt, voire même non seulement un arrêt, mais vous avez encore une levée à faire dans cette couleur. Donc vous avez 2 arrêts dans cette couleur. Ça ne change strictement rien en intervertissant le 10 et le valet. Sur l'entame, vous passez toujours une petite carte et vous êtes sûr de faire 2 levées dans cette couleur. Le nombre de cartes ne change rien, vous passez toujours un petit. Et vous ferez toujours 2 levées dans cette couleur. Si le roi apparaît, vous prenez l'as, vous prenez de l'as. Si le roi ou la dame apparaît, vous prenez de l'as. Si c'est une petite carte qui apparaît, vous prenez du 10 et il va vous rester l'as. Donc vous avez toujours 2 arrêts. Cette fois-ci, c'est plus possible de garantir 2 arrêts.
Donc, en désespoir de cause, eh bien, tentez le valet. Il est fort possible que l'entameur soit parti sous roi dame. Et votre seule chance de faire deux levées, finalement, c'est de passer le valet. Donc voilà l'exemple. Alors là, il manque une carte, hein, bien sûr, parce qu'il serait parti de sa quatrième meilleure. Donc mettons qu'il est roi-dame 6-4 par exemple. Il part du 4. Vous passez le valet et c'est votre seule chance de faire deux levées. Un exemple un petit peu plus difficile. C'est plus compliqué et en fait dans ce cas je dirais que le choix que vous allez faire pourrait évoluer en fonction du contexte, c'est-à-dire en fonction du plan de jeu global. Bon, a priori, on aurait tendance à passer la dame. Bien. Ceci dit, si vous achetez la dame, ça peut ne pas être un problème. Alors, pourquoi? Voici justement pour illustrer le propos, un exemple avec l'entame du 7 de cœur. Alors, mon plan de jeu. Je vous rappelle, entame du 7 de cœur. Hop. Tac. Boum, c'est pas terrible. Entame du 7 de cœur, plan de jeu. Donc à pique, je dispose de 2 levées sûres. À cœur, rien. À carreau, j'ai une levée sûre. Et à trèfle, j'ai 2 levées sûres. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à la tête de 5 levées sûres. Il faut que j'en trouve 4. Les 4, je vais les trouver où? Alors je vais trouver une levée quand même affranchissable à cœur. J'ai roi et dame. Donc je fais tomber l'as. J'aurai une levée à cœur. Il faut que j'en trouve, et je vais en trouver dans ma longue, c'est-à-dire à carreau. Mais à carreau, j'ai pas tellement le choix, il va falloir que je fasse l'impasse dans ce sens-là. C'est-à-dire, par exemple, partir du valet et laisser aller vers un petit. C'est-à-dire que le problème, si Est prend du roi de carreau, bien évidemment, il va renvoyer pique. Il va renvoyer cœur, c'est-à-dire la couleur de l'entame. Si j'ai pris de la dame au premier tour, il me reste le roi second. Pour peu que Est, dès que Est reprend la main, c'est foutu, je vais être traversé. Dans cet exemple-là, eh bien, sur l'entame du 7 de cœur, je vais mettre petit et je vais mettre petit. Peu importe qui a la main, mettons, en principe, Est va prendre la main, il va renvoyer cœur, je vais mettre petit pour la dame. Alors, soit Ouest prend l'as, soit il laisse passer. Je ne vois pas pourquoi il laisserait passer, mais enfin, supposons qu'il laisse passer. Moi, de toute façon, je vais reprendre la main. Donc, alors, s'il renvoie cœur, ben parfait. S'il renvoie pique carreau, ou carreau, bon, parfait, il me fait l'impasse. Bref, je reprends la main et je vais jouer mon valet de carreau en faisant l'impasse. Et maintenant, si c'est Est qui prend du roi de carreau, eh bien, mon seul espoir, c'est qu'il ne lui reste plus de cœur pour me traverser et rendre la main à Ouest. Donc, comme on peut le voir, sur l'entame du 7, donc petit, ici il va mettre le 8, je vais mettre petit. Il va continuer du 9, 9, petit, et là, bon, cette fois-ci, donc on avait déjà mis le 7. Alors, soit il prend l'as en espérant peut-être une reprise miracle sur les trèfles, donc mettons qu'il prenne de l'as. De toute façon, s'il renvoie un petit cœur, comme il sait qu'il n'en reste qu'un, donc je vais me défausser, mettons, d'un trèfle ou d'un pique, qui a priori ne sert pas à grand chose. Un pique, lui, il va se défausser de ce qu'il peut. On va dire un petit trèfle. Je vais faire mon roi, et ensuite je vais faire mon impasse. Carreau, carreau, voilà, le roi tombera quand il veut, il fera son roi, mais il ne pourra plus jamais rendre la main à Ouest, qui ne pourra donc plus faire les cœurs restants. Bon, c'était un exemple un petit peu compliqué, je vous laisse réfléchir sur ce sujet. Là, on a eu à peu près une vingtaine de minutes pour cette première partie de présentation. Alors, c'est pas terminé, hein. Au niveau du plan de jeu à sans atout, il reste encore à peu près, je pense, une bonne vingtaine de minutes de présentation YouTube. Ensuite, on attaquera la manipulation, le maniement, pardon, des couleurs, quelques séquences classiques à maîtriser. Et en dernier, on verra le plan de jeu à la couleur.
Donc tout ça, ça devrait tenir bon an mal an probablement en 5, j'imagine en 5 sessions. Alors je vous rappelle, j'aime bien faire de la pub pour les bouquins que j'aime bien. Donc ce petit bouquin et la série, hop, la série des pas à pas. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie des explications sur le plan de jeu à sans atout. N'oubliez pas de vous abonner, alors hop, ça doit être un petit bouton quelque part par là. Ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouvera également donc en milieu de parcours. Il y aura une session de 8 donnes sur BBO. Alors plusieurs sessions, hein, mais la première session de 8 donnes à faire sur BBO qu'on fera tous ensemble. Et je ferai aussi une vidéo explicative, je ne sais pas si le terme est français. Enfin bref, je referai une vidéo montrant comment vous avez joué, si c'était bien joué. Et si c'était pas bien joué, ben, j'expliquerai dans la mesure de mes connaissances comment est-ce qu'il fallait jouer ces diverses mains. Voilà, à bientôt.